Alors, la première stratégie qu'on peut appliquer sur les cryptos, c'est ce qu'on appelle le swing trading. Donc, le swing trading, en gros, c'est profiter d'un swing, c'est-à-dire profiter d'un mouvement. Mais en général, quand on pense à swing trading, on parle plutôt à moyen à long terme. Donc, moyen long terme, on l'oppose en généralement à ce qu'on appelle du day trading, c'est-à-dire en gros, trader à l'intérieur d'une journée. Donc, de prendre des trades et de sortir quelques heures plus tard. Alors, j'ai jamais fait de day trading sur la crypto. Du coup, je ne peux pas vraiment vous dire si ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. Tout ce que je sais, c'est que la plupart des personnes avec qui j'ai parlé me disent que non. Le day trading sur la crypto, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop risqué, ça bouge beaucoup trop. Alors là, si vous ne savez pas trader, cette partie-là va être un peu compliquée pour vous. Donc moi, ce que je vous conseille, vous avez 12 milliards de vidéos sur Internet et vous avez notamment pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous avez une formation entièrement gratuite qui vous apprend de A à Z l'analyse, le trading, la gestion de risque, etc. Vous n'avez pas besoin, je ne suis pas là pour vous vendre une formation, vous avez tout gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous avez même des extraits des séances de correction de trade des élèves qui sont en libre accès sur YouTube. Donc, vous pouvez voir concrètement comment les élèves traitent, comment on les corrige, etc., etc. Donc, je ne veux pas que vous pensiez, j'essaie de vous dire, le trading, c'est compliqué, venez chez moi, je vais vous apprendre à trader. Non, non, vous avez tout sur YouTube, donc démerdez-vous. Bon, par contre, je peux vous donner 2-3 petites astuces. Alors, sur la crypto, tout comme n'importe quel marché financier, il faut bien que vous compreniez que la courbe que vous voyez est une courbe d'émotion. D'accord? Faites toujours le lien marché financier, émotion. Et pour ça, je vais vous parler du loto. Imaginez que vous jouiez au loto. Donc, au moment donné où vous payez le ticket, l'émotion que vous avez, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Donc, l'espoir, dans votre cerveau, ça génère une courbe positive. Donc, ça monte un tout petit peu. Donc, vous avez l'espoir, hein, votre courbe d'émotion monte. Et puis, vous commencez à rêver de ce que vous allez faire avec tout cet argent. Ensuite, vous allez commencer à relativiser. Tu dis, bon, quand même, il faut que j'arrête de rêver, je mets les pieds sur terre, c'est pas pour moi. Et là, la courbe d'émotion redescend un tout petit peu. Et puis ensuite, vous avez l'attente. Alors là, l'attente, c'est le stress. Là, vous arrivez de croire que vous allez gagner, vous arrêtez de croire qu'il faut avoir les pieds sur terre. Vous êtes focus que sur une seule chose, c'est sur le résultat. Et là, vous êtes dans l'attente. Et donc là, vous êtes en mode stress. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes d'un tempérament plutôt réaliste, et donc pessimiste sur le loto, et donc vous attendez à ne pas gagner. Et effectivement, lorsque le résultat sort, le résultat il est ici, lorsque le résultat sort et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas gagné, bon, vous êtes un peu déçu, mais vous vous y attendez. Donc la courbe d'émotion n'est pas non plus, vous n'êtes pas en dépression, quoi. Vous n'allez pas vous tailler les veines en disant ah merde, c'est la catastrophe. Vous êtes déçu, mais c'est tout, parce que vous vous y attendez. Maintenant, imaginez une autre dimension, une autre variable, pardon, où un peu avant le tirage, donc par exemple ici, il y a un événement qui est que quelqu'un vous dit, écoute, j'ai vu ton futur, et vous croyez ce mec, on s'en fout, j'ai vu ton futur, tu as gagné le loto. Et il vous le dit à cet instant-là. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, vous commencez à être super méga content. Du coup, votre courbe d'émotion, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais bon, vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie. Vous dites, bon, le gars a vu le futur. Je sais qu'en général, quand il me dit ça, il a toujours eu raison. Donc, vous vous basez sur le fait que cette personne-là vous a déjà prédit plusieurs fois le futur et ça s'est réalisé. Mais bon, quelque part, quand même, il vous a prédit juste ce que vous allez faire dans la journée, quoi. Il ne vous a pas prédit un gain de loto. Là, c'est quand même quelque chose de plus important. Donc, quelque part, vous y croyez, mais il y a une petite appréhension. Donc, juste un peu avant le tirage, la joie redescend quand même pour laisser place au stress. Et là, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit le 10 heures de bonne aventure s'est complètement trompé. Et alors là, vous êtes tellement déçu parce que vous vous y attendiez à gagner. Donc là, c'est la dépression. Parce que par rapport à ce à quoi vous vous attendiez, c'est complètement l'inverse. Soit il avait raison et vous gagnez. Et là, vous êtes ultra méga content. Mais comme il vous avait déjà dit que vous alliez gagner, la surprise n'est pas aussi grande que si vous ne vous y attendiez pas. Donc finalement, il y a eu plus de bonheur ici quand il vous a dit c'est bon, j'ai vu le futur, qu'ici parce que là, vous vous y attendiez. Vous vous y attendiez. Maintenant, imaginez qu'en fait, vous gagnez, mais vous devez diviser votre gain avec 20 autres gagnants. Là, vous êtes déçu. Donc, vous avez quand même gagné de l'argent. Dire, si vous avez 17 millions d'euros à partager en 10, vous avez quand même gagné 1,7 million d'euros. Et bon,
on va pas se mentir, entre 1,7 et 17 millions, il y a quand même une sacrée différence. Donc vous êtes déçu. Alors là, c'est l'émotion qui est la plus compliquée à comprendre parce que les mecs ils disent attends, tu fous de ma gueule, t'es déçu parce que tu as gagné 1,7 million. Mais ouais, mais écoute, moi on m'avait dit que j'allais gagner 17. Donc je suis content, mais bon, voilà quoi. Donc le résultat est quand même positif, mais inférieur à ce à quoi on s'attendait. Donc on est déçu. Dernière possibilité, le loto, en fait, finalement, vous êtes le seul gagnant et au lieu de gagner les 17 millions auxquels vous pensiez, en fait, vous gagnez 177 millions. Vous aviez mal compris. Mais là, vous êtes ultra méga heureux parce que vous ne vous attendiez absolument pas à cette bonne nouvelle. Donc, vous avez compris, cette courbe d'émotion, c'est comme ça que fonctionne un marché financier. Sauf qu'à la place de gains de loto et de tirage, il faut que vous rajoutiez news. Par exemple, sur un marché action, c'est les news qui concernent une entreprise. Donc, les news qui concernent une entreprise, c'est quoi? Ce sont ses résultats, ce sont les lois qui peuvent sortir et qui peuvent soit être bénéfiques à tel ou tel secteur ou, à l'inverse, tuer un secteur. C'est l'arrivée d'un nouveau concurrent, c'est la démission ou c'est les scandales à l'intérieur d'une entreprise, enfin, tout ce qui fait la vie d'une boîte, quoi. Et ça, les actionnaires, les investisseurs, ben, soit ils le sanctionnent en cas de mauvais résultats ou de mauvaises nouvelles, soit ils s'en foutent un peu parce qu'ils s'y attendaient. Enfin, c'est comme ça que ça réagit un marché. Alors, je pourrais vous parler de ça pendant des heures. C'est un des sujets que je maîtrise le plus. Je vous conseille juste de regarder, pour bien comprendre comment ça fonctionne dans la vraie vie, le marché de l'euro-dollar. Et sur l'euro-dollar, regardez quelques petites choses. Donc, on était en 2014. Et en 2014, il y a deux événements qui arrivent. Donc, il y a la banque centrale qui dit c'est bon les gars, les États-Unis vont bien, on va remonter les taux. Donc, cette information, en général, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Encore une fois, vous avez plein de vidéos sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas. Mais cette information, ça signifie en gros que le dollar allait monter. Mais elle a dit on va remonter les taux dans quelques temps, pas de suite. Donc, les marchés ont anticipé. Donc, le dollar est monté, 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 monté. Et en même temps, au même moment, vous aviez Draghi en euros qui dit « Ouh là là, l'euro est un peu trop haut, les gars. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. » Donc là, les investisseurs se sont dit « Merde, il va nous pondre un truc dans quelques mois. Il faut anticiper. On va commencer à vendre. » Donc l'euro a commencé à chuter, 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 chuter. Arrivé au 18 mars 2016 peut-être, ou 15, franchement, je ne me rappelle plus des années. Des fois, ça se mélange, mais ce n'est pas grave. L'idée reste la même. Il y a la présidente du coup de la Banque centrale américaine qui était attendue au tournant parce que tout ce qui avait été dit ici devait être confirmé plus tard, du coup, le 18 mars. Donc, c'était un peu moins d'un an après. Parce que là, c'était à peu près, je crois, en avril, mai, juin. Là, c'était mars suivant. Et le problème, c'est qu'elle a fait machine arrière. Elle s'est dit, bon, en fait, j'ai revu mes chiffres. Bon, je crois que je me suis un peu trompé, en fait. Ça va pas si bien que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les marchés? Ils ont sanctionné ça et le dollar s'est pris une méchante claque. Et à chaque fois qu'il y avait Yellen qui devait dire quelque chose, les marchés anticipaient une bonne nouvelle et à chaque fois, bim, mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Et sur la crypto, on n'y échappe pas. C'est pareil. Sauf que sur la crypto, il y a une petite différence, c'est que les news ne sont pas vraiment prévues. C'est-à-dire que quand il y a le mec de JP Morgan qui dit un truc, il n'avait pas prévu. Il n'avait pas dit, ah bon, les gars, je vais donner mon point de vue sur le Bitcoin à telle date, à telle heure. Il y a des news qui sont prévues, notamment les forks. Donc, vous avez celui sur l'Ethereum, Metropolis, vous avez les différents forks qui ont eu lieu cette année sur le Bitcoin. Ça, c'est des choses qui sont prévues à des dates plus ou moins prévues, donc les gens anticipent. Mais on n'a pas encore, comme sur les actions, comme sur le Forex, un calendrier économique. Donc, c'est plus compliqué du coup à anticiper. Mais ça marche pareil. Ce que vous voyez sous les yeux, là, alors je vais essayer d'effacer. Je ne sais pas comment faire pour effacer tous les traits. Bon, c'est pas grave, je vais les garder. Si je fais ça, peut-être. Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas le Bitcoin. C'est le sentiment des gens par rapport au Bitcoin. D'accord? Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Vous n'avez pas sous les yeux la valeur du Bitcoin. La valeur du Bitcoin est impossible à connaître. On ne peut pas connaître la valeur d'une monnaie. Par contre, vous avez sous les yeux le résultat de ce que pensent les gens du Bitcoin. Il faut bien faire cette distinction. Et du coup, on peut voir sur ce graphique les inquiétudes qui sont liées aux forks ou aux annonces chinoises. Ça, c'est les mauvaises nouvelles en Chine. Ça, c'est ce qui a précédé le fork du mois de juin. Et la future baisse qui aura lieu dans pas longtemps sera bien évidemment liée à la peur du prochain fork. Alors les forks, on en parlera demain.
Là, on parle plutôt de trading. Je dis que tout ce qui est un peu technique, mais en gros, pour faire bref, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la mise à jour du code d'une crypto-monnaie, tout le protocole de la crypto-monnaie, qui peut conduire, en cas de désaccord entre tous les gens qui veulent modifier la crypto-monnaie, à la création d'une autre monnaie. Ce n'est pas tout le temps le cas. Un fork ne conduit pas nécessairement à une nouvelle crypto-monnaie, mais des fois, oui. Alors pour ça, il faudrait comprendre en gros qu'est-ce qui crée, quels sont les acteurs importants de la crypto-monnaie. Les acteurs importants, ce sont les mineurs. Donc si par exemple les mineurs refusent les modifications, ils disent non, mais attendez, moi je n'adhère pas à ça, donc je vais pas activer votre mise à jour, quoi. En gros, c'est un refus de mise à jour, si tu veux. Voilà, il y a une mise à jour qui est faite. Il y a des gens qui disent non, moi je refuse la mise à jour, comme il y a plein de gens qui utilisent encore Microsoft XP, Windows 8, etc. Et puis il y a ceux qui sont passés à Windows 10. Et bien sur la crypto, c'est pareil. Tu as ceux qui sont toujours à Windows 8, et puis tu as ceux qui sont à Windows 10. OK? Bon, ça a créé de l'inquiétude sur les marchés, et du coup, les gens s'inquiètent, et donc quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Ensuite, il y a plein de choses qui sont liées à l'été et à Noël. Par exemple, l'été. L'été, c'est vrai qu'il y a eu une belle baisse. Mais bon, il ne faut pas oublier que le Bitcoin, peu importe ce que vous pensez du Bitcoin, ce n'est toujours pas vraiment une monnaie, quoi. C'est un peu compliqué à utiliser. On ne peut pas vraiment payer ses hôtels. Alors, on peut, avec des cartes Bitcoin qui sont reliées du coup au marché interbancaire, l'euro, mais ça fait une vente. Quand je paye mon hôtel avec ma carte Bitcoin, il y a une vente qui se fait. C'est des Bitcoins qui sont vendus pour acheter de l'euro, et ensuite cet euro est dépensé. Mais le Bitcoin en lui-même, on ne peut pas, pour l'instant, l'utiliser comme une vraie monnaie. Et c'est dommage parce que quand on est, par exemple, ici, si je veux acheter une voiture, si la voiture était payable en Bitcoin, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui se fait. Je transfère mes Bitcoins sur le compte du vendeur de voiture. Et quand j'envoie des Bitcoins vers notre Bitcoin, il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a pas d'offre et de demande, ça ne bouge pas. Là où il y a de l'offre et de la demande, c'est quand je dois d'abord vendre mes Bitcoins en euros pour pouvoir payer ma voiture en euros. Et ça, avant l'été, quand vous avez fait un super score tout au long de l'année sur la crypto, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en vacances. Il faut de l'argent. Il faut des euros. Noël, il se passera sans doute la même chose. À Noël, comment est-ce que vous allez faire pour payer les cadeaux, par exemple, tous ceux qui ont miné, qui ont tradé cette année? Vous allez faire comment pour payer les cadeaux à la famille, les machins, les ci et là? Il va falloir retirer du Bitcoin ou de la crypto. Et du coup, tant que le Bitcoin n'est pas une monnaie qui est utilisée, on continuera à avoir une valeur qui est liée à l'émotion des gens et à ce que les gens attendent ou à ce que les gens croient du Bitcoin. Donc ça, il faut bien que vous le compreniez, que vous l'intégriez, parce que quand vous voyez une baisse, dites-vous que, attention, ce n'est pas parce que le Bitcoin s'effondre, c'est parce que là, aujourd'hui, les gens s'inquiètent et ils commencent à retirer pour X ou Y raison. Quand ça monte, ça ne veut pas dire que c'est la vraie valeur du Bitcoin. Non, ça veut dire que c'est bon, les gens sont rassurés, ils reviennent dedans. OK? Et n'oubliez pas que le Bitcoin est considéré par on va dire les early adopters comme sans doute une monnaie alternative, mais la plupart d'entre nous, on ne va quand même pas se mentir, même si moi j'adore le Bitcoin, on le voit tous aujourd'hui comme un outil de spéculation. Et tant que nous, on est là et qu'on bousille ce marché en spéculant dessus, il y aura tout le temps ces niveaux de valorisation qui bougeront énormément et qui ne voudront rien dire. Ça ne veut rien dire un Bitcoin à 5 000 $. OK? Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? On peut voir que justement, il y a, comme je vous l'ai dit, des courbes d'émotion. Il y a de l'euphorie, d'accord, et des inquiétudes à chaque fois que ça descend. Mais il y a aussi de l'attente. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, les attentes, il y a un indicateur qui permet de les... Alors là, je m'adresse à ceux qui ne connaissent vraiment pas. Donc, les autres, vous m'excuserez. Vous connaissez déjà le principe des bandes de bol. Il y a un indicateur qui permet de les identifier très facilement. Et je vais vous épargner les calculs parce que si ça vous intéresse, encore une fois, vous regardez les vidéos de la formation gratuite qui détaillent tous les calculs et pourquoi est-ce que ça fait ci et pourquoi les bandes de Bollinger ont cette forme-là. Mais en gros, c'est basé sur la volatilité. S'il n'y a pas de volatilité, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment, alors pas de volatilité, pardon, s'il n'y a pas de volatilité directionnelle, voilà, donc s'il n'y a pas de mouvement, les bandes de Bollinger vont se resserrer autour du prix et faire des pâtés. Alors, si vous voulez, la chose qui est la plus importante quand vous tradez, c'est qu'il faut tout le temps rentrer au début d'un mouvement. Je ne vous demande pas d'anticiper la fin d'un mouvement, je vous demande de rentrer au début d'un mouvement. Et les mouvements, là on va passer à l'Ether,
se créent pour deux raisons. Soit les mouvements se créent parce qu'il y a de l'attente, et tout d'un coup, la solution, enfin la situation se décante. Et là, on passe d'un marché en attente, donc on attend le résultat du loto, à le tirage du loto. D'accord? Donc on a ici, 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 ici. Alors il n'y a pas forcément besoin d'indicateurs, Jo, mais tu avoueras quand même que ça facilite grandement la tâche, surtout si tu as un scanner et que tu fais un scanner en disant eh ben, c'est simple, quand j'ai les bandes de bol qui se resserrent, bim, envoie-moi une alerte. L'indicateur, ça sert à faciliter la vision et à accélérer des fois en utilisant des scanners, par exemple. Donc, les mouvements se créent après ce qu'on appelle une compression, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, les phases 1 des bandes de bol. Les mouvements se créent également sur des réactions. Donc, par exemple, ici, on passe d'une baisse à une hausse. Ici, on passe d'une baisse à une hausse. Ici, on passe d'une baisse à une hausse, etc. Ici, on passe d'une hausse à une baisse et compagnie. Alors, sur les marchés traditionnels, ces réactions se font en général soit sur un niveau qu'on appelle un niveau de support-résistance. C'est un niveau, en gros, qui est très travaillé, où il y a eu beaucoup enfin, pas beaucoup, mais beaucoup de retournements. D'accord, beaucoup de réactions. Attention, ne confondez pas volume et réaction. Au contraire, c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais plus il y a de volume, et moins les marchés vont bouger. Moins il y a de volume, et plus vous avez ces mouvements violents. Parce qu'en fait, un mouvement violent, c'est tout simplement un déséquilibre énorme entre l'offre et la demande. S'il y a un équilibre parfait, le mouvement fait une pause, une compression. À partir du moment où il y a un déséquilibre et qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou plus de vendeurs que d'acheteurs, d'une manière extrêmement puissante et violente, ça fait du coup ce que vous voyez ici, quoi, les pointes. Ok ? Alors, il se trouve que les marchés ont une sorte de mémoire. Alors, imaginez-vous à la place d'un de mes potes. Donc, Jérémy, si tu regardes la vidéo, je te la dédicace. Donc, lui, en gros, j'ai essayé de le convaincre de trader la crypto pendant des mois et il s'y est mis au bout d'un moment. Sauf qu'il s'y est mis vachement tard. Il a commencé à s'intéresser à la crypto, en gros, ici. Je lui ai également dit, bon, il faut investir petit à petit, tu mets un peu là, oh, t'inquiète, boum, il a tout mis sur les terres. Il n'a pas cherché à comprendre, bam, tout mis sur les terres. Bon, écoute, c'est pas grave, ok. Bon, 2 jours après, bim, ça descend. Là, il fait, putain, Pascal, je dis, bah oui, mais c'est pas grave, c'est du long terme, t'inquiète, les terres, c'est une des cryptos quand même d'avenir, même s'il y a de la compétition, t'inquiète. Garde-le sur du long terme, par contre, c'est quand même un peu con d'avoir tout foutu là-haut, quoi. Et donc, son portefeuille crypto descend. Et à un moment donné, il réagit comme un vrai particulier. Le marché remonte, à peu près jusqu'ici. Il a tout mis sur les terres. Hein. Et là, il me dit, Pascal, je suis revenu. Ça y est, je suis un peu positif, quoi. Je suis content, je gagne 100 euros. La dernière fois, quand j'ai commencé, comme j'étais en négatif, comme là, je repasse en positif, j'ai envie de souffler, j'ai envie de couper une partie, quoi. Parce que c'était quand même difficile psychologiquement. Je lui dis, mais non, mais laisse tomber, c'est pas comme ça qu'il faut trader, il faut que tu aies une vision long terme, laisse tomber tes émotions. Mais bon, c'est un vrai particulier qui n'a aucune expérience. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, quand on est revenu sur quasiment ses niveaux d'entrée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement pris une grosse partie, hein, il a revendu une grosse partie pour le mettre sur d'autres cryptos. Hein, il n'a pas tout mis en euros. Et vous savez, ce rebond qu'il y a eu ici, là, en fait, c'est parce qu'il y a des tonnes de gens comme Jérémy qui ont pensé comme lui. Ils se sont dit, ouais, mais attends, la dernière fois qu'on était là-haut, il y a une énorme baisse. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois, je vais vendre. C'est comme ça que se créent les niveaux psychologiques. C'est ça, un seuil psychologique. Alors, il y a plein de niveaux différents. Et encore une fois, je vais tout détailler dans la formation pour débutants, donc vraiment regardez là. Vous avez les seuils psychologiques parce que c'est un chiffre rond, parce que c'est un niveau historique, genre le plus haut de l'année, le plus haut historique, etc. etc. Soit parce que tout simplement, c'est un niveau tampon qui a été tamponné plusieurs fois. Alors là, j'ai pas de règle, mais après, je vais aller sur les graphiques. Mais regardez par exemple cette zone-là. En gros, si on fait un trait, elle a été travaillée plusieurs fois. Bon, ça, c'est des niveaux qui sont ultra importants. Parce que ça nous permet de pouvoir se dire, tiens, quand j'ai une baisse qui arrive ici, il y a une probabilité que la baisse s'arrête sur ce niveau. Donc, comment, du coup, on trade? Et encore une fois, matez-vous toutes les vidéos pour être capable de comprendre comment on fait des niveaux de support, résistance, etc. Mais la première des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous ayez une vision binaire.
c'est soit on est dans une émotion d'attente, donc on attend le tirage du loto, donc c'est toutes les phases 1. Vous foutez les bandes de Bollinger et vous regardez tous les attentes du tirage du loto. Soit vous essayez d'identifier les points de retournement. Alors autant vous dire que trouver les points de retournement, il faut être vraiment soit très chanceux, soit balèze, alors que trouver les points de pause, bah, franchement, c'est pas compliqué, quoi. Alors du coup, moi, comment est-ce que je me positionne? Uniquement sur les sorties d'attente. Alors ça, pour 2 raisons. La première, c'est parce que avec mon emploi du temps, c'est quasiment impossible de choper les points bas. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je monitore tout le temps. La deuxième raison, c'est que c'est très facile à faire sur un graphique qui existe déjà, mais bon courage sur un graphique qui n'existe pas encore. Donc c'est plus compliqué, et surtout, on peut tracer des niveaux de partout et trouver des niveaux qui fonctionnent tout le temps. Donc on se retrouve à un moment donné à avoir le graphique qui est plein de niveaux, et on ne sait plus trop lequel prendre. Alors, mon conseil, si ça vous arrive, ne prenez que les niveaux ultra importants que vous remarquez sur des unités de temps très longues, genre le weekly, le daily, pas en dessous. Ne regardez pas les niveaux 4 heures, ne regardez pas les niveaux 1 heure. Ne regardez que les niveaux journaliers, weekly et mensuels. Mais bon, c'est quand même plus facile de prendre des sorties de compression. Donc voilà comment on peut trader la crypto. Donc j'espère que vous avez compris. Et encore une fois, si vous voulez creuser ça, vous avez des tonnes de vidéos sur la chaîne YouTube. OK? Ah non, mais Koniji, les mecs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, oh, putain, on va faire un truc avec les pieds. Donc on va prendre la librairie de TradingView qui est là. Et puis après, on va essayer de foutre des applications dessus. On va tout mettre ensemble et puis on va croiser les doigts pour que ça marche. Alors nous, on a utilisé longtemps Koniji. On a vite arrêté. Surtout leur truc d'arbitrage là qui marche, mais alors pas du tout. Parce qu'ils ont oublié 2-3 petits trucs. Enfin, ça se voit que c'est vraiment des mecs qui font pas d'arbitrage, quoi. Ceux qui ont programmé le tableur d'arbitrage, c'est vraiment des mecs qui n'ont jamais arbitré de leur vie. Allez, maintenant des stratégies qui sont beaucoup plus portées sur la crypto. Alors l'arbitrage, justement.